Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Bon, on a donc un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron, qui a nommé Sébastien Lecornu à Matignon. C'est la récompense, dit-on, d'un fidèle parmi les fidèles du président. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, d'un point de vue politique et économique? Alors, ce qui est vrai, c'est que cette décision est intervenue vite. Ça, c'est plutôt positif. En fait, c'est le retour un peu à un point de départ, puisque c'était le choix d'Emmanuel Macron en décembre dernier, et c'est François Bayrou qui s'était imposé à lui. Et donc, c'est la fermeture de cette parenthèse Bayrou qui n'aura finalement apporté qu'un budget 2025. C'est toute la trace qu'il aura laissée dans notre histoire. Là où il y a un changement, et qui nous ramène à la 4e République, c'est que Sébastien Lecornu est nommé, normalement un Premier ministre, quand il est nommé, il compose très vite. Le but, c'est de composer très vite. Là, ça pourrait prendre un peu de temps. Et là, non seulement ça va prendre du temps, mais il est nommé avec comme priorité de faire le tour des forces politiques, en dehors de celles dont on sait maintenant qu'elles sont de toute manière dans le refus et la censure, c'est-à-dire LFI et le RN, mais d'essayer de trouver un accord qui serait un accord pour le budget, pour donc, j'allais dire, finir vaille que vaille ce quinquennat et aller jusqu'à l'élection présidentielle. C'est la priorité des priorités, le budget 2026. Très clairement, c'est le mandat qui est donné à Sébastien Lecornu. Qui était le même mandat qui était attribué aussi à François Bayrou. Absolument. Et en réalité, en fait, on tourne en rond, il n'y a aucun changement. Donc ça va se terminer un peu de même que François Bayrou avait finalement acheté le budget 2025 auprès du Parti socialiste avec des augmentations d'impôts quand même très significatives, puisque c'était à peu près la moitié. Et donc là, la différence, c'est que le PS a publié, j'allais dire, son budget, donc son contre-budget. C'est une espèce de feuille de route qui revient à plus de dépenses et plus d'impôts. Donc, très vraisemblablement, l'accord qui va se faire et qui permettra à la fois de stabiliser l'environnement pour les élections municipales et pour la préparation de l'élection présidentielle, ce sera par rapport à l'effort de 44 milliards qui était prévu par François Bayrou, on va le ramener, sans doute le diviser à peu près par 2. Par 2, c'est le souhait du PS. Et on aura par ailleurs des augmentations d'impôts, et notamment des augmentations d'impôts. Ça, c'est pour faire plaisir au PS, pour éviter la censure. Mais après, il faut aussi conserver les Républicains. Oui, mais l'intérêt politique aujourd'hui, c'est vrai que la carte que peut jouer Sébastien Lecornu, c'est qu'en dehors du RN et de LFI, personne n'a intérêt à aller devant les électeurs, à des élections législatives anticipées, parce que les élections législatives anticipées, donc une nouvelle dissolution, c'est vrai qu'à partir du moment où les élections sont précipitées, c'est une énorme prime aux extrémistes. Et là, ce sera une énorme prime au Rassemblement national, et un peu à LFI, donc le PS sera quand même, sans doute perdra beaucoup par rapport à LFI, ou en tout cas LFI fera battre beaucoup de députés PS, et la position de LR ne sera pas plus confortable vis-à-vis du Donc RN. Il y a un intérêt commun entre le bloc central, le PS et les Républicains, à trouver le plus petit dénominateur commun sur le budget. Donc selon vous, Sébastien Lecornu pourrait réussir à faire voter un budget 2026. C'est ça qui est ça. Bon, maintenant, ça c'est du très court terme. Mais à très court terme, en tout cas, juste à très court terme, Nicolas Bavrez, donc ça serait un budget, somme toute, moins ambitieux, non plus 45 milliards d'euros d'économie, mais la moitié, donc 20 ou 25, et équilibré ou pas entre économie sur la dépense publique et hausse d'impôts, notamment on aura, sur les plus comme riches. cette année, plus de la moitié de hausse d'impôts en réalité, qui seront déguisés en remise en question de niche, etc., mais qui seront des prélèvements supplémentaires. Donc, ça, donc on voit qu'on est vraiment dans des jeux tout à fait tactiques. Et le problème de fond, c'est qu'on a 3 crises qui s'accélèrent.
la crise politique, parce qu'on est quand même vraiment de retour dans un système de 4e République et qu'on a un pays qui... Enfin, le maximum qu'on peut attendre du prochain gouvernement, c'est un budget pour 2026, mais c'est évidemment extrêmement insuffisant par rapport aux défis majeurs que le pays doit affronter. Et défis qui sont d'autant plus importants que maintenant, en Europe, on est vraiment les derniers de la classe et on est les seuls à être dans cette situation d'immobilisme et d'économie à l'arrêt, système politique en déliquescence et société extrêmement affaiblie. La deuxième crise qui va s'accélérer si on fait ça, c'est quand même la crise financière, parce que du point de vue des investisseurs, on va acheter une certaine forme de stabilité politique jusqu'à l'élection présidentielle. Et on restera autour de 5% de déficit public l'année prochaine. Oui, on sera entre 5 et 5,5. Oui, comme cette année. Exactement. Est-ce que c'est grave, tant que les créanciers internationaux, qui détiennent 55% de la dette publique française, tant qu'ils ont confiance? Alors, c'est grave parce que la crise financière a démarré. Nous ne sommes pas dans un scénario grec de rupture du financement, mais nous sommes dans un scénario italien d'étranglement financier. L'Italie qui va beaucoup mieux aujourd'hui d'un point de vue budgétaire. Oui, et on voit que d'ailleurs, depuis cette semaine, la France emprunte plus cher que l'Italie. Quel commentaire ça appelle pour vous que la France soit vue comme étant un pays plus risqué maintenant que l'Italie, qui a été pendant très longtemps le vilain petit canard européen des finances publiques? Il n'est plus aujourd'hui. Oui. Là, il faudra m'expliquer pourquoi. Parce que l'Italie a fait des réformes considérables. C'est Giorgia Meloni ou c'était déjà avant? C'était bien avant. Il y a eu 3 gouvernements techniques qui ont fait beaucoup de réformes et qu'on oublie souvent, Prodi, Monti et Mario Draghi. Et en réalité, Madame Meloni, elle fait la politique économique de Mario Draghi. Et pour l'Italie, il y a un autre point qui est très important qu'il ne faut pas oublier, c'est le plan de sauvetage européen dont l'Italie a été le grand bénéficiaire. Et ce plan... C'est peut-être une contrepartie d'ailleurs. Ce plan a fait beaucoup de bien à l'Italie. La bonne nouvelle, ce qu'on avait déjà vu en Europe du Nord... Une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Ouais. C'est que quand on regarde l'Europe du Sud, donc la France, malheureusement, la chute de la France s'accélère, mais partout ailleurs, ça va mieux. En Espagne, il y a quand même plus de 3% de croissance. Le Portugal est en excédent budgétaire. L'Italie est en excédent primaire. C'est devenu le 4e exportateur mondial alors qu'on est le 7e et l'industrie italienne se porte bien. La Grèce a quand même réussi à se désendetter de 50 points de PIB. Ils étaient à 200... Oui, mais le niveau de vie a beaucoup baissé. On n'a jamais retrouvé le niveau de croissance. Mais si vous voulez, ce que ça montre, c'est que, y compris en Europe du Sud, quand on fait des réformes et qu'on s'ajuste, on arrive à avoir des résultats qui... Et donc le risque pour la France, c'est quoi alors? C'est qu'on continue à dériver comme ça? Et le risque de la France, c'est l'étranglement financier et la situation de l'Italie de 2011 où Silvio Berlusconi a dû partir et où on a eu un ajustement qui a été un ajustement très rude. Parce que le service de la dette, pour l'instant, on arrivera à placer notre dette. Mais on l'a vu jeudi dernier, on a placé tranquillement notre dette. Oui, on l'a placée, mais beaucoup plus cher un peu plus cher. Plus cher qu'avant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les investisseurs, ensuite, ce qui compte, c'est le choix. Aujourd'hui, l'Allemagne n'émettait pas, donc l'Allemagne va émettre, et c'est un très bon risque. Plus de 300 milliards en 2026, comme nous. Et l'Italie... Moins bien rémunéré. Oui, mais avec plus de stabilité. Il ne faut jamais oublier que maintenant, quand on achète la dette française, on achète aussi le risque que les taux montent forcément et donc les obligations perdent de leur valeur. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vrai que pour l'instant, l'Italie va être considérée comme un meilleur risque que la France. Donc ceux qui chercheront plus de la zone euro, une meilleure rémunération que l'Allemagne, mais aussi de la stabilité politique et de la performance économique. Ça sera plus la France, potentiellement, ce sera l'Italie. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait faire perdre leur sang-froid aux investisseurs? Encore une fois, il y a bloquons tout aujourd'hui, je ne sais pas, il y a la Fitch vendredi, possible dégradation, situation politique peut-être hors de contrôle, puisqu'on a pour l'instant nos premiers ministres. Il y a cette possibilité d'une nouvelle dissolution, si jamais Sébastien Lecornu n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui parle de dernière cartouche tirée par le macronisme. C'est vrai que c'est la dernière carte, Sébastien Lecornu, pour le président, avant une possible dissolution. Oui, parce que c'est un de ses plus proches. Donc le Premier ministre, traditionnellement, est un bouclier pour le président. C'était un peu le cas de François Bayrou,
qui s'était imposé à lui, mais en réalité, ça n'a pas marché, puisque Emmanuel Macron est maintenant à un record d'impopularité à 17%. Et donc, avec Sébastien Lecornu, qui est vraiment un de ses très proches, il n'y a plus de bouclier politique. Donc, si cette formule échoue, ça veut dire que c'est vraiment le président de la République qui sera mis en cause, ce qui est d'ailleurs déjà le cas dans la journée d'aujourd'hui et celle du 18 septembre, où on voit que la contestation s'adresse en réalité à Emmanuel Macron. Elle était d'ailleurs polarisée sur François Bayrou et son budget jugé comme austéritaire de 44 milliards. Et donc elle se déplace sur le président. Oui, mais comment dire, ça c'était réglé depuis le 25 août, puisque François Bayrou s'est suicidé politiquement et c'était connu dès le lendemain. Donc François Bayrou était mort politiquement le 26 août, donc c'est pas sur lui de toute manière que portent aujourd'hui les colères. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce que regardent les investisseurs ? La stabilité politique. Donc c'est vrai qu'on en est à 5 premiers ministres depuis 2022. Si M. Lecornu doit tenir 2 ou 3 mois comme Michel Barnier, il y aura un problème. La deuxième chose, c'est la capacité à faire rentrer l'impôt. Pour l'instant, elle tient de manière assez stupéfiante. Et la troisième chose, c'est quand même la perte ou non de contrôle des finances publiques et donc des dépenses. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, sachant que contrairement à l'Italie, la dette française est détenue à 54% par des investisseurs étrangers et qu'on voit déjà par exemple que pour les investisseurs japonais, ils ont quitté la dette française et ils sont déjà sur la dette italienne. De plus domestiquer la dette publique française, comme ce qu'a fait l'Italie, je crois, dont plus des 2 tiers est détenue par des investisseurs locaux. On est trop dépendant des créanciers étrangers. Oui, c'est vrai que c'est une source de volatilité, de faiblesse. Ouais. Mais les Français sont quand même très engagés, et les banques et les assurances en France, à travers l'assurance vie, les citoyens français sont très engagés également sur le financement du déficit. Et notre épargne qui est forte va quand même plutôt vers le déficit que, malheureusement, vers l'investissement des entreprises. Nicolas Bavrez, cet émiettement des partis politiques, cette pression des extrêmes, c'est un phénomène qu'on retrouve également dans d'autres pays européens. Ce n'est pas une spécificité française, ça, hein. C'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas si généralisé que ça. Regardons autour de nous. L'Allemagne, finalement, oui, il y a la pression de l'AfD, mais les 2 grands partis qui ont formé donc la coalition, pour l'instant, continuent à exister. Le Royaume-Uni, ça a tenu, mais on voit aujourd'hui la poussée de Farage, peut-être qui est maintenant en tête des intentions de vote très largement devant le Labour et les conservateurs. Donc peut-être que ça va éclater. Et pour l'Italie, on est passé à la fusion des droites, mais une fusion des droites où c'est l'extrême droite qui est aux commandes de cette fusion. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans toutes les démocraties, il y a cette poussée des extrêmes qui correspond à cette grande crise intérieure et à ces menaces extérieures sur ces démocraties, notamment européennes. Bon, et les États-Unis ont basculé aussi dans la démocratie illibérale avec Donald Trump. Il y a des particularités de la France avec les institutions de la Ve République qui sont effectivement déstabilisées par la fin de cette bipolarité droite-gauche. Qu'est-ce qui se passe si on reste avec une assemblée lors d'une dissolution ou d'une présidentielle accompagnée de législative, d'une assemblée nationale qui resterait fracturée entre 3 blocs, personne n'ayant la majorité? Là, pour le coup, on aurait un problème institutionnel. Ouais. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la proportionnelle est un choix extrêmement dangereux, parce que la proportionnelle, c'est une machine à institutionnaliser, ce qui est quand même aujourd'hui une aberration. Moi, je pense qu'on est quand même que le macronisme aura été une parenthèse, et que c'est un peu comme à la fin de la 4e République, c'est-à-dire que la 3e force
qui essayait de contrôler les communistes d'un côté et le gaullisme de l'autre, a fini par éclater. Et ça a été, mais il y avait une alternative politique républicaine qui était le gaullisme. Donc je crois que nous allons revenir à une forme de clivage droite-gauche. Mais la question qui va se poser à droite comme à gauche, c'est est-ce que ce sont les extrémistes qui seront les maîtres du jeu de chaque camp, ou on en prend le chemin, ou les forces dites pour l'instant, en tout cas politiquement, tel qu'on voit l'Assemblée aujourd'hui, il est clair que c'est LFI qui domine la gauche et c'est le RN qui domine la droite. Mais tout le problème, c'est de savoir ce que va devenir ce fameux bloc central qui aujourd'hui est très érodé, qui s'effrite, qui n'est plus vraiment un bloc, qui n'est plus vraiment commun, qui n'est plus un socle et qui n'est plus commun. Mais qu'est-ce que vont devenir et quels choix feront les électeurs qui s'étaient reconnus un temps dans ce dépassement de la droite et de la gauche qu'a voulu incarner Emmanuel Macron et qui était aussi le choix de François Bayrou. Aujourd'hui, je pense que cette formule, elle va disparaître. Un petit mot, parce que je voyais que la Banque de France confirme tabler sur une hausse du PIB au troisième trimestre de 0,3%. On peut parler de résilience de l'économie française qui résiste quand même. Hein. C'est pas extraordinaire non plus quand on annualise le chiffre, 1,2, mais c'est... Elle résiste, mais on est quand même... les chiffres trimestriels, évidemment, il faut les regarder, et c'est mieux d'avoir 0,3 que d'avoir 0. Quand on regarde la structure de l'économie française, elle est vraiment très inquiétante. La croissance moyenne, c'est 0,4, 0,5, la croissance potentielle. On a le chômage qui remonte, et puis on a un déficit commercial entre 80 et 100 milliards. Et le déficit balance courante à peu près équilibrée. Le déficit, faut pas oublier les services. Voilà, le déficit public autour de 5%, ce qui veut dire que la dette continue à augmenter, alors qu'elle est déjà à 114, et donc on va se rapprocher de 120% du PIB. Donc, et surtout, une des choses les plus inquiétantes, c'est qu'on a la productivité qui continue à diminuer. Et ça, c'est vraiment une exception dans les pays développés. Tout le monde a eu un trou d'air au moment de la pandémie de Covid, mais on est les seuls où la productivité continue à diminuer. Donc ça, c'est vraiment le problème français de la décroissance à crédit. Pour l'instant, ce modèle, il reste en place, avec par ailleurs, sur les finances publiques, des dépenses qui augmentent beaucoup plus vite et que le PIB et que les recettes, même si on multiplie les hausses d'impôts. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est qu'on est dans un contexte international qui a complètement changé. La guerre économique lancée par Trump est en train de dynamiter. La mondialisation est terminée, on a des échanges et des paiements mondiaux qui sont complètement fracturés. Et pour l'Europe, on est vraiment pris en étau. Donc d'un côté, l'augmentation des droits qui a été rappelée tout à l'heure, mais il faut ajouter la dévaluation compétitive du dollar de 10%. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact de 25% pour les exportations européennes. C'est gigantesque. Et de l'autre côté, la Chine, qui a ses monstrueuses surcapacités de production industrielle, comme elle n'accède plus au marché américain, elle est en train de déverser sa production en Europe, parce que c'est un marché solvable et qui reste pour l'instant très largement ouvert. Donc, moi, je commence en vous disant que c'est une bonne nouvelle, 0,3% de croissance. Non, mais évidemment, comment dire, il faut quand même raisonner sur le contexte dans lequel on va vivre. Et puis, évidemment, il y a le contexte géopolitique avec la menace de la Russie qui continue à peser. On l'a vu ces dernières heures. Ça veut dire que derrière, on a parlé de la côté obsolète du modèle français, mais l'autre problème, c'est le côté obsolète du modèle européen, parce que finalement, l'Union européenne, elle s'est fondée sur 3 idées qui ne marchent plus. La première, on fait la paix par le commerce et le droit. Avec Poutine, c'est terminé. La deuxième, que Trump a liquidée, c'était l'idée que la taille du marché, ça vous donne du pouvoir économique et ça vous donne du poids géopolitique pour parler au reste du monde. Ça, on a vu la déculottée que Trump a infligée à Mme von der Leyen. Et le troisième, c'était l'idée qu'on peut finalement séparer la souveraineté.
et qu'il y a une souveraineté économique qui marche avec le commerce, et puis que les instruments durs de la souveraineté, c'est-à-dire la fiscalité, la sécurité intérieure et la défense extérieure, que ça, on pouvait le laisser dans les États. Ce que montre la dureté ce changement de monde, hein, l'âge des empires, le retour de la violence, le retour de la guerre, le fait qu'aujourd'hui c'est la force qui prime le droit, c'est que ce partage de souveraineté, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, il ne marche plus. Et je pense que Mario Draghi avait proposé des pistes intéressantes pour essayer, en tout cas, de mieux gérer ça. Et ce qui est désolant, c'est de voir que, alors qu'on a avec Mario Draghi le diagnostic et la feuille de route, l'Union européenne, pour l'instant, n'en a strictement rien fait. Ouais. Et que le bilan de Mme von der Leyen est nul. Et au lieu de prétendre faire des tournées pour s'occuper du déploiement de forces en Ukraine, ce qui n'est absolument pas dans le mandat de l'Union européenne, l'Union ferait mieux... De la Commission. Oui, et donc de la Commission. Ouais. La Commission devrait... Enfin, d'abord, le pseudo-accord complètement déséquilibré avec les États-Unis est vraiment une honte, mais surtout, il faut s'occuper de faire ce que recommandait Draghi, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de compétitivité, il faut déréglementer massivement, il faut réaligner la transition écologique à laquelle il ne faut pas renoncer, mais il faut réaligner ça avec la compétitivité et surtout se mettre en ordre de bataille pour faire de la souveraineté économique dans un monde où tous les autres en font. Parce que sinon, on va vraiment être ce qu'on est en train de devenir, la variable d'ajustement des autres pôles, et on est en train de se faire vassaliser par l'Amérique, mais c'est plus l'Amérique libérale, c'est l'Amérique illibérale de Donald Trump, avec plus de contre-pouvoir, avec un homme aux tendances tyranniques à la tête de l'ensemble, avec un capitalisme de prédation, c'est le retour des barons voleurs. Enfin, et on ne peut pas accepter d'exporter ça. Qui sont ces barons voleurs ? Trump lui-même et sa famille. Si on prend les crypto-monnaies, c'est extravagant. Quand vous avez un président des États-Unis qui va dans le Moyen-Orient et qui se félicite et qui affiche devant tout le monde qu'il a vendu 2 tours et que les familles princières investissent dans les crypto-monnaies de sa famille, c'est extravagant. Et puis derrière, il y a effectivement les hommes de la tech où on voit qu'il y a des échanges de bons et loyaux services. Mais c'est une régression qui est une régression incroyable. Theodore Roosevelt avait réussi à casser les barons voleurs. La première régulation aux États-Unis, 1890, le Sherman Act, c'est la concurrence, et c'était précisément pour... Et donc, ce que les États-Unis avaient réussi à surmonter avec ce capitalisme de prédation au début du XXe siècle, eh bien, Donald Trump est en train de le remettre en route. C'est affligeant. En tout cas, si les Américains veulent faire ça chez eux, c'est d'une certaine manière leur problème. Que nous soyons en train de nous soumettre et de prêter allégeance à cette Amérique et à ce président des États-Unis, ça c'est absolument incroyable et inadmissible. Et donc, c'est là où aussi, paradoxalement, il y a une chance pour l'Europe. C'est que c'est tellement caricatural et désastreux, et ça va miner la puissance de l'Amérique, que l'Europe a une chance de pouvoir incarner quelque chose d'autre. Et d'une certaine manière, nous pouvons être le continent qui assure la survie de la démocratie libérale et d'un capitalisme régulé et responsable. Mais pour ça, il faut vraiment nous bouger, et il faut appliquer la feuille de route de Mario Draghi, au lieu de nous soumettre aux États-Unis d'un côté et d'organiser l'euthanasie des entreprises européennes de l'autre. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien donc avec Nicolas Bavrez, économiste et historien, invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.